Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTO. Il y a 60 ans, Robert Schuman, le ministre français des Affaires étrangères, lançait un appel historique. C'est la déclaration du 9 mai 1950, considérée aujourd'hui comme l'acte fondateur de la construction européenne. À l'époque, le projet est porté par Robert Schuman, fervent catholique qui pourrait devenir saint puisque son procès de béatification a été ouvert par l'Église. Quelle était l'intuition européenne de Robert Schuman et surtout qu'en reste-t-il aujourd'hui? L'actualité rappelle que l'Europe est en crise, crise économique et crise politique, crise institutionnelle et surtout crise de sens. L'Europe a-t-elle trahi cet idéal de Schuman? Quelle direction prend l'Union européenne aujourd'hui? Comment les chrétiens peuvent-ils s'investir dans la poursuite de cette construction européenne? Voilà des questions dont on va débattre ce soir en compagnie de nos 5 invités. Père Bernard Ardura, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le postulateur de la cause de Robert Schuman et président du comité pontifical des sciences historiques. Robert Rochefort, bonsoir. Bonsoir. Député européen et vice-président du MoDem. Benoît Hamon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du PS et ancien député européen. François de Lacoste-Larémondy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Fondation de services politiques. C'est un mouvement de laïcs chrétiens engagé dans la réflexion et l'action politique. Enfin, pour compléter ce plateau, le père Cédric Burguin, prêtre du diocèse de Metz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Le Neuf en Europe. En quelques mots pour débuter cette émission, qu'est-ce que c'est que cette association? Le Neuf en Europe est une association qui a été fondée pour organiser le 60e anniversaire de cette déclaration de Schuman, parce que les diocèses de Metz et de Verdun ont compris qu'il était important que l'Église célèbre à sa manière, et avec d'autres, on a invité beaucoup de politiques, qu'elle célèbre à sa manière ce 60e anniversaire pour rappeler quel est le sens de la déclaration de Schuman. Festivités qui auront lieu ce week-end. Exactement. Alors pour ouvrir cette émission, je vous propose de voir et d'entendre Robert Schuman. C'est un court extrait du discours qu'il prononçait le 11 décembre 1951 devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Un discours qui a presque 50 ans, mais qui reste d'actualité. On regarde. Nous voulons l'unification de l'Europe. Cette idée est la raison d'être du Conseil de l'Europe. Faire d'unité de l'Europe, c'est notre tâche essentielle et immédiate. Le démembrement de l'Europe est une cause permanente et croissante de faiblesse dans tous les domaines politiques, économiques, militaires. La mise en commun organique de nos ressources serait au contraire une garantie de prospérité, de puissance et de paix. Voilà pour cet extrait de Robert Schuman en 1951. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais j'ai l'impression qu'il nous parle de l'Europe d'aujourd'hui, Robert Rochefort. Écoutez, je ne suis pas complètement sûr. C'est-à-dire que vous avez tout à l'heure posé une question qui est finalement de savoir si la question est toujours la même aujourd'hui. D'une certaine façon, non, c'est plus tout à fait la même question, parce que la question qui était celle que Robert Schuman a assumée et sur laquelle il a eu, je pense, effectivement, un comportement prophétique, c'était moins de 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de reconstruire quelque chose qui était finalement source de paix entre les principaux peuples d'Europe et évidemment entre l'Allemagne et la France. Et à partir d'une situation très concrète qui, ne l'oublions pas, était de savoir comment on allait gérer les besoins en acier et en charbon dans une situation où l'Allemagne avait beaucoup de ressources mais en même temps était punie à la suite des conséquences de la guerre, où un certain nombre d'alliés avaient envie de prendre possession de cette richesse allemande. Et finalement, ça a été réussi. C'est-à-dire que si on regarde en 50 ans et maintenant en 60 ans, nous avons quand même, pour faire vite, je sais qu'il y a la question des Balkans, mais pour faire vite, nous avons réussi à faire la paix. Et si on prend un jeune Allemand aujourd'hui, un jeune Français, un jeune Italien, un jeune Espagnol, un jeune Anglais, l'idée que nous ne sommes plus des peuples qui nous faisons la guerre est une idée qui est ancrée. C'est la première réussite de l'Europe. C'est la vraie réussite de l'Europe. Et je crois que la panne de l'Europe, mais on va en reparler probablement ce soir, c'est que effectivement, tout en restant fidèle à un message d'unité, il faut arriver à autre chose. Les défis d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, quand je dis qu'on n'est peut-être pas tout à fait dans la même situation qu'à 60 ans, c'est surtout pas pour relativiser le message de Robert Schuman. C'est au contraire pour dire que ce qu'il a fait a été un grand succès et qu'aujourd'hui c'est autre chose qui est face à nous. Benoît Hamon, ce message de Robert Schuman qu'on vient d'entendre, comment vous réagissez? J'ai une nuance par rapport à ce qui vient d'être dit tout de suite, parce que à la fois
il est incontestable aujourd'hui de dire que le message qui était le sien et le projet qui était le sien, faire la paix, est un acquis fondamental de la construction européenne. En même temps, on mesure aujourd'hui que la motivation de celles et ceux qui rejoignent aujourd'hui l'Union européenne n'est pas du tout identique à ce qu'était l'inspiration des pays fondateurs de la construction européenne et de l'Union européenne. Et on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de pays viennent ou intègrent l'Europe pour obtenir quelque part réparation aussi historique de ce qu'ils ont jugé être, je pense notamment aux nouveaux États membres, l'abandon par l'Occident de ces pays qui ont rejoint la sphère d'influence de l'Union soviétique. Et il y a aujourd'hui dans les motivations qui amènent à ce que l'Europe s'élargisse, des motivations très différentes de celles qui étaient les motivations des principaux dirigeants politiques allemands et français, et ensuite des pays qui les ont rejoints. Donc il y a un acquis. Cela étant dit, cet acquis aujourd'hui est percuté par d'abord par des logiques nationalistes qui ressurgissent en Europe, c'est incontestable, et qu'il faut faire attention à ce que tout ça ne se délite pas non plus très vite, parce que ça peut aussi se déliter très vite. Père Burguin, sur cette analyse autour de l'unité européenne. Je rejoindrai M. Hamon sur le dernier point qu'il a soulevé par rapport au courant nationaliste, en trouvant que, en fait, la démarche de Schuman d'il y a 60 ans est pour moi très actuelle. Parce que souvent, on voit l'acte de réconciliation franco-allemand comme un acte du passé, alors qu'elle est pour moi un acte très présent et d'avenir. Est-ce que l'Europe aujourd'hui est réconciliée? Je n'en suis pas sûr. Alors certes, on s'est réconcilié autour de la question du charbon et de l'acier, mais il y a encore, et on le voit aujourd'hui, des vraies fractures au niveau de la culture. Monsieur Hamon a soulevé la question des nationalismes, et je pense que demain, il y a des vrais défis qui attendent l'Europe, de réconciliation en termes de culture, de réconciliation en termes par rapport à la création et à la nature, et on voit bien comment les questions écologiques aujourd'hui sont importantes. Et demain, quand ces problèmes et ces défis se poseront à l'Europe, est-ce qu'on va se redéchirer pour tirer la couverture vers soi, ou est-ce qu'on va réussir à réenclencher cette démarche que Schuman a initiée il y a 60 ans, c'est-à-dire partager pour une plus grande solidarité, quitte à ce que soi-même on en ait un peu moins? Alors la déclaration de Schuman de ce 9 mai 1950 pose les bases de cette construction européenne en proposant une communauté économique du charbon et de l'acier, vous l'avez dit, Robert Rochefort, la CECA qui voit le jour en 52, elle réunit la France, la RFA, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. En 57, ces 6 pays décident d'aller plus loin avec le traité de Rome qui lance la CEE, la communauté économique européenne, qui s'élargit et qui en 93 devient Union européenne. Ça c'est pour aller très vite. Mais dans cette histoire de la construction européenne, cette déclaration Schuman, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, François Lacoste-Larreymondi? Elle est à la fois, vous l'avez dit, un acte fondateur, mais c'est un acte fondateur ambigu, parce que derrière la déclaration de Robert Schuman, il y a en fait, se profile en fait, l'un de ses aspirateurs qui a contribué à sa rédaction, qui était Jean Monnet. Et la difficulté à laquelle aujourd'hui nous sommes confrontés, et qui est probablement la cause profonde des échecs actuels de l'Europe et des questions qui se posent, vient de cette ambiguïté, de cette idée qui était juste, certainement, du point de vue empirique, au moment où elle a été prononcée, à savoir que pour faire la paix concrètement, il fallait commencer par des choses économiques, des mises en commun d'intérêts, et notamment empêcher que Français et Allemands n'utilisent les principales ressources de la guerre, qui étaient à l'époque la sidérurgie, le charbon et l'acier. Cette intuition a été juste, mais dans le rappel que vous avez fait, vous avez omis un épisode, et à mon avis, il a été très significatif. Et il a été révélateur de cette ambiguïté qui continue aujourd'hui. C'est qu'entre le traité de Paris de 51 et le traité de Rome de 57, il y a eu une tentative qui a échoué, qui est celle de la communauté européenne de défense. Et la communauté européenne de défense, alors évidemment, a replacé dans son contexte historique, de guerre froide, de pression soviétique, d'inquiétude, et de poussée, pression américaine au réarmement, aurait été dans l'esprit de ses promoteurs, dont Robert Schuman, le moyen de franchir le pas politique qu'ils avaient en tête. Pour eux, l'économie n'était qu'un moyen,
et un moyen assez transitoire. Le but était une union politique, il l'a d'ailleurs très bien dit dans cette déclaration de 1951. Cette union politique faite par la défense dans le contexte de l'époque a échoué, et elle a échoué à cause de la France d'ailleurs, notamment par la conjonction des deux extrêmes qui s'y sont opposés. Et la France s'y opposant la dernière. Donc ça, c'est un échec. Et ça, c'est un échec. Et c'est pour se replier de cet échec que les différents Européens ont élaboré le traité de Rome pour revenir à l'économie. Et c'est cet engrenage économique qui a commencé à tourner sur le schéma du traité de la CECA, les schémas institutionnels du traité de la CECA, mais en les ayant détournés. Et à partir de là, on a une ambiguïté dont on voit aujourd'hui, je crois, dans la crise, les résultats. Alors, vous n'avez pas encore parlé, hein, Père Ardura. Je ne demande que ça. Eh ben, je vais vous donner la parole. Sur cette question de contexte également, il ne faut pas oublier qu'il y a Monnet aussi derrière cette déclaration Schuman. Voilà, et en réalité, la substance même de la déclaration est de Monnet. Et il faut voir comment Schuman a su saisir à la fois un contexte favorable et puis qu'il y a mis toute son inspiration. À savoir, le contexte favorable, c'est que il s'était rencontré au mois de septembre 1949 avec le secrétaire d'État américain Dean Acheson et avec le secrétaire du Foreign Office, Bevin. Et ces deux-là avaient demandé à Schuman d'imaginer quelque chose parce qu'on ne pouvait pas rester dans la situation qui était celle donc de l'Europe de ce moment-là. Il fallait que d'une certaine façon l'Allemagne retrouve une place. Voilà. Et alors, pour Schuman, le fait que l'Allemagne redevienne un partenaire à part entière, et dans le domaine politique et dans le domaine économique, évidemment, là, n'était pas partagé par tout le monde. Toujours est-il que Schuman, donc, parlant avec Jean Monnet, ont mis sur pied cette idée de la déclaration. Et Schuman, la date du 9 mai n'est pas sans importance. C'est que, depuis le mois de septembre 1949, les trois ministres avaient convenu de se réunir à Paris le 10 mai 1950. Donc il fallait le faire avant. Et donc il fallait le faire avant. Et Schuman, donc, a réussi par un tour de force extraordinaire, au cours de la réunion du Conseil des ministres du 3, il a fait une déclaration alors extrêmement générale, disant qu'il en parlerait la prochaine fois, parce qu'il fallait surtout éviter qu'il y ait des oppositions qui mettent, n'est-ce pas, tout par terre. Ça s'est fait en catimini, presque. Ça s'est fait. Hein? Il a utilisé, évidemment, tous les moyens qui étaient à sa disposition. Il a réussi même à faire avancer le Conseil des ministres. Personne ne s'en est aperçu. Le Conseil des ministres s'est tenu un mardi, au lieu du mercredi. Et à la fin, donc, du Conseil des ministres, au dernier point de l'ordre du jour, donc, il a fait une déclaration assez générale. Voilà. Personne n'a posé de questions. La séance a été levée. Il avait fait convoquer les ambassadeurs des pays concernés pour leur donner alors la substance. Et puis, une horde de journalistes appelés en dernière minute, donc, s'est réuni dans le salon de l'horloge. Voilà. C'est un stratège. Hein. Voilà, on va voir le prochain reportage. Robert Schuman, qui est considéré comme l'un des pères de l'Europe, en tout cas aujourd'hui, son idéal européen fait écho à sa vie. Quel genre d'homme était-il? Celui qu'on surnomme le Saint en veston. On s'est rendu chez lui, dans sa maison de Sichazel, un petit village de Moselle. Reportage Gaël Le Garec. C'est ici, en 1950, dans sa maison de Sichazel, que Robert Schuman a finalisé la déclaration qui jeta les bases de la future communauté européenne. Un texte rédigé sur la base d'un rapport de son ami Jean Monnet et qui a séduit cet Européen convaincu. L'appartenance de Robert Schuman à ce qu'on appelait l'espace lotharingien, qui inclut à la fois, bien sûr, la Lorraine, l'Alsace, le Luxembourg et la Rhénanie, l'a effectivement amené à avoir une réflexion qui, dès l'origine, était une réflexion qui transcendait les frontières, et avoir une approche qui était quasiment européenne avant la lettre,
puisque d'une part, Robert Schuman avait cette capacité à s'exprimer dans les deux langues, française et allemande, donc à avoir une sorte de perspective sur tous les espaces culturels et linguistiques auxquels il appartenait. Et d'autre part, c'était un homme qui avait cette conviction que finalement, l'unité des peuples européens est plus importante que la division entre nations. Né au Luxembourg en 1886, Robert Schuman fait ses études de droit entre Bonn, Berlin, Munich, Metz et Strasbourg. Sur les conseils d'un ami, le jeune avocat, établi à Metz, renonce à entrer dans les ordres pour se présenter aux élections régionales dès 1919. C'est le début d'une brillante carrière politique pour celui qui sera nommé ministre à 10 reprises. Au point de vue du tempérament et du caractère, c'était un homme discret. Extrêmement discret, qui ne se mettait jamais en avant. Mais qui, s'il fallait se mettre au premier rang, s'il fallait combattre, il le faisait éventuellement. C'était un avocat, mais un avocat, en général, on pense qu'il est toujours très éloquent. Ce n'était pas le cas de Schuman. Il écrivait mieux qu'il ne parlait. Il avait un débit qui était un petit peu monotone, un petit peu monocorde, mais il savait parfaitement bien choisir et serrer les arguments qui étaient nécessaires pour emporter la conviction. Sa demeure mosellane, où il vivait seul en compagnie de sa gouvernante Marie, loin du luxe parisien, témoigne de son goût pour la simplicité. Grand lecteur, il collectionnait les livres sur l'Europe et les autographes d'hommes politiques. Son environnement quotidien révèle aussi sa foi catholique profonde, transmise par sa mère dès son plus jeune âge. C'est d'ailleurs la présence d'une chapelle de l'autre côté de la rue qui le poussera à s'installer en 1926 dans ce village situé à 7 km de Metz. Robert Schuman est un chrétien convaincu à la fois dans sa vie privée et dans sa vie publique et dans sa vie professionnelle. Dans sa vie publique, puis privée, c'est un homme qui est attaché à la prière quotidienne, qui va à la messe tous les jours si cela est possible. Le président de la République, le premier président de la 4e République, Vincent Auriol, qui était un avocat socialiste du Midi, un petit peu anticlérical. Un jour que Schuman m'avait agacé, il dit « Mais Schuman, c'est l'homme à la soutane invisible ». Un engagement chrétien qui sera le fil rouge de son action politique durant près de 40 ans. Modeste et dénué d'ambition, l'homme d'État détonne dans le paysage politique français et s'attire l'amitié de ses homologues étrangers. Élu en 1958 président de la toute jeune Assemblée parlementaire européenne, Robert Schuman se verra décerner à l'unanimité le titre de père de l'Europe 3 ans plus tard. La démarche politique de Robert Schuman est intimement liée à ce que certains ont appelé l'apostolat laïque, c'est-à-dire que c'était à travers finalement l'œuvre politique que Robert Schuman incarnait des valeurs et incarnait des références chrétiennes. Malade, il se retire chez lui en Moselle en 1960. Ses funérailles seront célébrées en 1963 en la cathédrale de Metz et 3 ans plus tard, sa dépouille sera transférée dans l'église Saint-Quentin de Sichazel. Ouvert en 1991, son procès en béatification est actuellement à l'étude au Vatican. Robert Rochefort, est-ce que ce style de vie pour un politique, ça vous inspire ? En tout cas, je suis admiratif. Alors, vous me posez cette question à moi qui, sans aucun esprit de récupération, ne croyez pas ça du tout, mais qui fait partie de la famille politique qui se sent héritière de ce qu'il représente. Le MoDem. Le MoDem, ou plus largement. En tout cas, les centristes, les démocrates chrétiens, si vous voulez, au-delà de la dénomination même des partis. Schuman a quand même été, et de mon point de vue c'est pour ça qu'il est une figure qui est très importante, il a été peut-être dans le XXe siècle, ou en tout cas dans le milieu du XXe siècle, l'homme politique qui a incarné complètement ce qui est l'engagement politique et social des chrétiens tel qu'il a commencé à se façonner dans les textes dans la fin du XIXe siècle, les encycliques de Léon XIII avec Rerum Novarum, qu'ensuite, qui d'ailleurs était déjà né, les prêtres ici sont plus compétents que moi pour en parler, mais qui était déjà né à la fois en Allemagne et en France, parmi les fidèles et parmi... moi j'ai été pendant 10 ans vice-président des Semaines sociales de France, nous avons toujours essayé de porter cet héritage. Et c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Il a eu peut-être la chance d'être à un moment donné où ce courant politique a pu pleinement s'exprimer. On lui reprochait parfois de venir
un peu trop du centre droit. Et puis à la fin du MRP, c'est certains leaders du MRP qui partaient beaucoup plus à droite que lui-même. Alors il incarne ce désir, comment dire, d'engagement et de conciliation qui pour moi est quelque chose qui est très fort. Benoît Hamon, il est de votre famille politique, à vous, Robert Schuman? Non, on ne peut pas dire qu'il soit de notre famille politique, même si il ne faut jamais oublier que la construction européenne, elle repose sur, d'abord, on en parlera tout à l'heure, un couple de pays, le couple franco-allemand, mais elle repose aussi sur un compromis politique historique entre d'un côté la démocratie chrétienne et d'autre côté la social-démocratie, qui sont les deux forces politiques qui ont bâti le projet européen. Donc forcément, il y a des mots, en tout cas des inspirations, des choix politiques qui sont familiers dans les paroles de Robert Schuman. Moi, j'ai une relation qui est une relation d'abord politique à ce qui est l'héritage qu'il laisse et au choix qu'il fait. Parce que on l'a dit que de quelques mots, mais le fait de poser la mise en commun des ressources comme l'acte à partir duquel on construit l'Europe, plutôt que de croire au doux commerce, parce que c'était aussi un des choix qui pouvait être fait, mais c'était pas simplement le doux commerce, cher à Montesquieu, c'était la mise en commun des ressources, et il y avait là un choix politique, qui est un choix politique dans lequel un socialiste se reconnaît parfaitement, dès lors qu'il partage la volonté de construire l'Europe. Père Burguin, des choix politiques qu'il fait aussi en fonction de sa foi. Est-ce que si c'est un grand homme d'État aujourd'hui, Robert Schuman, c'est parce qu'il était aussi chrétien? Bien sûr. Moi, je voudrais souligner un point qui a été dit dans le reportage que l'on vient d'entendre, c'est que le contexte politique de Robert Schuman ne lui était pas forcément plus favorable qu'il ne le serait aujourd'hui. Et moi qui suis un jeune prêtre et qui rencontre des jeunes chrétiens, qui souhaiteraient parfois s'engager en politique et qui se disent mais aujourd'hui la politique est malade, mais aujourd'hui la politique est corrompue, les chrétiens ne peuvent plus s'y mêler. Je les renvoie souvent à l'exemple de Schuman. Ça veut dire qu'il a pris des risques? Bien sûr, Schuman a pris des risques, il a relevé les manches et il a dit j'y vais. Ce n'est pas parce que la politique est entre guillemets malade. Est-ce qu'elle l'était plus qu'aujourd'hui? C'est pas à moi d'y répondre. Mais en tout cas, il a décidé d'y aller. Et Jean-Paul II, quelques années plus tard, dans son texte sur les laïcs, les fidèles laïcs, dit dans son numéro 42 quelque chose qui me paraît essentiel. Il dit s'engager en politique pour les chrétiens est non seulement un droit, mais un devoir. Et on ne peut pas prétexter que la politique va mal pour ne pas s'engager. Père Ardurat. J'irai tout à fait naturellement dans ce sens, et je voudrais ajouter à ce qu'a dit Benoît Hamon tout à l'heure que Schuman, avec Monnet, ayant donc lancé cette déclaration pour la mise en commun du charbon et de l'acier, voulait aller aussi plus loin, dans le sens où pour lui, il faut mettre en commun ce qui est l'objet de nos divisions. Il faut que le pays vaincu, et qui a été non seulement puni, mais humilié, devienne maintenant le pays avec lequel nous allons coopérer. Et donc ici, nous avons quelque chose de différent. Si vous permettez, je voudrais citer un mot seulement de Schuman. Il dit, il importe que cette idée d'une Europe réconciliée, unie et forte, soit désormais le mot d'ordre pour les jeunes générations, désireuses de servir une humanité enfin affranchie de la haine et de la peur, qui réapprend, après de longs déchirements, la fraternité chrétienne. C'est ça son idéal. François de la Costelrey-Raimondi. Oui. Il y a un mot que je n'ai pas entendu. Voilà. Et qui pourtant me semble caractériser fondamentalement Robert Schuman encore pour aujourd'hui. C'est celui de l'unité de vie. En d'autres termes, voilà un homme dont la foi était connue, la pratique était connue, mais qui s'est efforcé, et le Père Ardurat vient de nous en donner un volet, de nous en rappeler un volet, qui s'est efforcé d'agir dans le domaine où il était, alors qu'il n'avait pas de vocation politique. Il s'est simplement laissé porter par un événement, du moins au démarrage. Eh bien, elle s'est efforcée d'unir dans son activité politique
ce qui motivait sa foi très profondément. Et là, je suis d'accord avec le père Burguin, il l'a fait dans un contexte où, objectivement, la vie quotidienne de l'homme politique n'était pas plus facile qu'aujourd'hui, ni moins d'ailleurs, enfin peu importe. Les difficultés de son temps n'étaient pas moins grandes, notamment il avait à affronter, on a un peu oublié ce contexte, un très violent ressentiment contre l'Allemagne. Nous n'étions que 4 ans après la libération. Oui, traiter l'Allemagne à pied d'égalité, c'est pas évident à cette époque-là. L'Allemagne sur un pied d'égalité, c'était pour 90% de ses contemporains une aberration et peut-être même une trahison. Et donc, unissant sa vie autour de ce qui faisait sa foi, y compris dans sa façon d'agir politiquement et dans sa démarche politique, il a su en plus, et c'est ça qui me paraît important. Et en tout cas, pouvoir servir de modèle aujourd'hui plus que l'acte concret. Il y a mis en plus l'habileté qui doit être au service du but que l'on poursuit. Et il l'a fait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, non c'est vous mon père qui l'avez rappelé, dans la façon dont il a conduit le conseil des ministres pour contourner les difficultés et mettre objectivement tout le monde devant le fait accompli. C'est quand même un ovni politique, Robert Schuman. Tout à fait. Robert Rochefort. Oui, on peut dire aussi que si Robert Schuman avait été breton ou normand, même avec toute sa foi, il est vraisemblable qu'il n'aurait pas eu la carrière politique qu'il a eue, parce qu'il était aussi géographiquement, historiquement, à un endroit qui est tout à fait particulier. Mais ça, comment dire, c'est tout à son honneur. Moi, je crois que, en même temps, la difficulté que je ressens, et que je ressens dans la politique d'aujourd'hui, en étant 60 ans après, quelque part, les héritiers. On pourrait parler d'une autre figure qui, d'ailleurs, est socialiste, mais qui aussi était chrétien, et qui est chrétien, qui est Jacques Delors, puisque quelques décennies plus tard... Plus proche de nous. Plus proche de nous, et quelques décennies plus tard, le grand homme fort de l'Europe, et qui a fait faire des pas considérables, c'est Jacques Delors, et qui est aussi très inspiré par sa foi. Et en même temps, j'ai une question à leur poser à tous les deux, qui est, n'avez-vous pas, malgré tout, été un peu à penser trop vite que, en s'occupant des affaires de l'économie, on allait automatiquement construire et renforcer un système de valeurs communs, alors que moi, il me semble, et même si Benoît Hamon a raison, en disant, finalement, mais c'est aussi une question de génération, Robert Schuman comme Monnet étaient des planificateurs plutôt que des gens du marché. Mais en même temps, comment dire, ils ont fait comme Jacques Delors ensuite, cette idée que si les Européens partageaient le charbon et l'acier, puis ensuite si les Européens partageaient l'euro, la même monnaie, eh bien ça les ferait vivre ensemble, ça les ferait partager le même système de valeurs. Et là je me demande, et là on retrouve ce que vous avez dit tout à l'heure, si d'une certaine façon c'est pas quelque chose qui a été un tout petit peu un piège. Alors certes nous sommes sortis de la pauvreté, certes nous sommes réconciliés, mais sur la question des valeurs, je pense que le déficit de valeurs aujourd'hui que nous avons en Europe, notamment par rapport à la crise économique et financière dans laquelle nous sommes, correspond peut-être aussi au fait que nous avons peut-être cru trop longtemps qu'en avançant sur les questions économiques, on réglerait. Benoît Hamon. Il y aurait des milliers de choses à dire juste après cette intervention. J'en dirais une. On prête à un des pères de l'unité italienne au milieu du 19e siècle, Massimo D'Azeglio, d'avoir dit « Maintenant qu'on a fait l'Italie, il faut faire des Italiens ». Pour l'Europe, il y a un petit peu de ça. Vous parliez en introduction à votre débat de la crise de sens aujourd'hui de la construction européenne. On a construit l'Europe, en tout cas un marché. Il s'agit de faire aussi des Européens. Et moi je ressens... alors je ne sais pas si elle est attestée, cette phrase de Monnet, selon laquelle il aurait dit que s'il l'avait su, il aurait mieux fallu commencer par l'Europe de la culture. Ce qui aurait été beaucoup plus compliqué à faire, et à mon avis, on n'en serait pas là. Elle a attesté cette phrase. Je ne sais pas si elle est attestée, elle est prêtée à Monnet, mais je ne sais pas. Moi, je ne l'ai jamais lue, mais elle se transmet. Voilà, ça arrange tout le monde d'ailleurs qu'elle se transmette, c'est pour ça peut-être que tout le monde l'utilise. Mais c'est vrai. Je crois que ça arrange trop de monde. Oui, mais vous avez peut-être raison. Ça arrange trop de monde parce que c'est pas ça qu'a fait Jean Monnet. Hein. Non, mais absolument. Mais ce qui les actes le trahissent. Là où je veux dire avoir un point d'accord, c'est que incontestablement aujourd'hui, la crise que connaît la construction européenne est liée au fait que, pour l'essentiel, la relation que chacun entretient avec l'Europe est une relation de consommateur, mais de consommateur en tant que tel sur les marchés,
avec une construction qui était une construction qui avait vocation à être bien plus que cela, et qui a toujours vocation à être bien plus que cela. Je crois qu'on a là le nœud aujourd'hui de la crise européenne, et je pense que Schuman, Monnet et Sorella tireraient les mêmes conclusions. Père Burguin. Moi, je voudrais réagir à ce qu'a dit M. Rochefort, parce que je suis pas tout à fait d'accord. On l'a entendu dans le tout premier extrait de ce que Schuman nous a dit. Pour lui, la mise en commun de manière très concrète était à la base de son projet européen. Pourquoi? Et là, il faut faire un tout petit saut dans l'histoire. Rapidement. Depuis 843, l'Europe se déchirait, depuis le traité de Verdun, constamment. Il n'y a jamais eu de période de paix aussi longue que celle que nous venons de connaître. Et Schuman, pour ce fameux mercredi 10 mai que le père Ardura a rappelé tout à l'heure, avait dit à ses collaborateurs au ministère, il avait dit « Si je n'arrive pas le 10 mai à ce Conseil des ministres avec quelque chose de concret, nous repartons dans une série de conflits dont l'Europe ne se sortira pas. » Une manière de se mettre la pression quand même. C'est pas entre guillemets, mais c'est pour ça qu'il s'est mis la pression, et c'est pour ça qu'il a voulu que la paix soit concrète, parce que on peut toujours faire des beaux discours de tolérance, de on se serre la main, on se dit bonjour des actes et on s'aime, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Schuman, dans sa déclaration de 50... Il me semble bien, de la déclaration. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Exactement. Et ensuite, il dit la solidarité de fait. Voilà, c'est ça. La solidarité de fait. Et si l'Europe ne se fait pas concrètement, elle ne se fait pas du tout. Ben voilà une très belle transition pour passer au prochain reportage. Pour Robert Schuman, donc la priorité, c'est de pacifier le vieux continent, traumatisé par plusieurs guerres entre Français et Allemands. Exemple en Lorraine, la région porte encore les marques de la Première Guerre mondiale. Reportage. 1916, Français et Allemands s'affrontent sans relâche 300 jours durant à Verdun, devenu le théâtre d'un enfer où pleuvent les obus. Une bataille sanglante dont les 700 000 victimes vont profondément marquer les esprits. Le général von Falkenhayn voulait saigner l'armée française. Et il avait plusieurs choix, il s'est arrêté sur Verdun, tout simplement, en disant eh bien, je vais concentrer les forces françaises à cet endroit-là pour pouvoir les contourner, les neutraliser, pour pouvoir continuer ma démarche vers le Grand Ouest finalement. Voilà. Donc seulement ce que Falkenhayn n'avait pas prévu, c'est que les Français allaient se battre bien plus qu'ils ne l'avaient imaginé. À l'initiative de l'évêque Ginisti, un ossuaire commémoratif est élevé à Douaumont dès 1920. Dans ces 46 tombeaux en granit, 130 000 soldats non identifiés, français comme allemands, reposent ensemble. Au-delà du lieu de mémoire et de recueillement, l'ossuaire est donc aussi le symbole du désir de paix et de réconciliation qui anime dès lors les peuples meurtris de toute l'Europe. Le sacrifice de ces hommes n'est pas la fin de leur existence, c'est-à-dire qu'il y a pour eux cette promesse de résurrection, cette attente de la résurrection pour tous les défunts. Bon. Et puis, deux, ce qu'ils ont contribué à construire, ce n'est pas uniquement une paix humaine fragile, mais on peut dire que le rêve de Dieu est aussi que les hommes s'entendent, et donc tous ceux qui y contribuent participent à la réalisation de ce projet ou de ce rêve de Dieu. C'est vrai qu'il a fallu beaucoup d'horreur pour convaincre tout le monde de la nécessité d'une réconciliation et d'une paix construite avec réalisme. Et près d'un siècle plus tard, difficile pour les jeunes générations ayant toujours connu la paix d'imaginer la violence des affrontements qui ont eu lieu sur ces terres entre la France et l'Allemagne. Oui, ça permet de plus se dire que ça s'est vraiment passé et que ça prend le cœur. C'est vraiment dur à imaginer et je pense que j'aurais été à leur place. Je me demande comment j'aurais fait parce que je suis une fille, mais je pense que pour les garçons, ça devait vraiment être difficile. Et on se dit qu'on a de la chance de moins de nous être en paix. Et quand on voit les autres pays, par exemple le pays d'Irak, qui sont en guerre, eux, et alors qu'on est encore, maintenant on est en 2010, et je trouve ça dommage après tout ce qui est arrivé les années précédentes. Chaque année, 200 000 visiteurs viennent commémorer la mémoire de ces soldats à Douaumont et près de la moitié d'entre eux sont allemands. Père Ardura, c'est vrai que moi-même je me mets à la place de cette jeune fille par exemple qui parlait, c'est difficile à imaginer tout ce qu'il y a eu, l'horreur de la guerre, mais c'est un fait, c'est nouveau finalement que l'Europe soit en paix.
Absolument. Mais il faut partir, je crois, de ce qu'a été l'expérience même de Robert Schuman. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un Lorrain qui naît au Luxembourg et qui est citoyen allemand. Lui-même est traumatisé. Est-ce que c'est le mot? Non. Pour lui, c'est une richesse. Parce que, dès le départ, et grâce au système éducatif luxembourgeois, il devient à part entière membre des deux cultures. Il n'empêche que, dès qu'il le peut, il rentre en Lorraine, donc, puisqu'il s'établit à Metz. Mais donc, il porte en lui-même déjà les aspects les plus positifs des deux cultures. Ces deux cultures en lui, donc, constituent un être unique. Ben, ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ces deux cultures-là. Ah, mais non. Et alors, c'est précisément que je crois que providentiellement, je le dis, providentiellement, il a été préparé par son expérience personnelle. Et tout à l'heure, vous disiez, s'il avait été breton ou autre, il n'aurait pas eu la même carrière. Eh bien, je suis absolument certain que ceci a été fondamental dans son expérience. Et puis, le fait donc qu'il soit rentré à Metz, et qu'il ait fait ensuite, après la victoire de 1918, qu'il a fait tout son possible pour que la Lorraine, sa Lorraine, avec l'Alsace, eh bien, continue à développer ce qu'elles avaient toutes les deux en propre, ce qui faisait un peu leur patrimoine culturel. Ses amis, d'ailleurs, n'ont pas compris que Robert Schuman rentrait à Metz quand, en 1920, il a fait ce choix de revenir s'installer à Metz comme avocat. La plupart de ses amis lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Et donc, on voit bien qu'il y avait cette incompréhension aussi dans son milieu, mais il n'avait pas compris quelle unité il y avait en lui de réconciliation déjà en germe. La paix, aujourd'hui, Benoît Hamon, c'est la mission de l'Europe d'exporter, même s'il n'y a plus de guerre au sein de l'Union européenne, mais est-ce que c'est la mission de l'Europe de défendre la paix dans le monde? Enfin, évidemment, comme c'est la mission de toute démocratie, elle fait la guerre aujourd'hui. En tout cas, les pays européens font la guerre aux côtés des Américains. Certains la font en Irak, beaucoup la font en Afghanistan et sur d'autres théâtres. Après, ils le font pas au nom de l'Union européenne, puisqu'aujourd'hui, on peut pas. Il y a la politique étrangère et de sécurité commune reste encore, en dépit des évolutions du traité de Lisbonne, quelque chose à construire. Cela étant dit, pour revenir sur la paix à l'intérieur de l'espace politique européen. Cette question-là, moi je ne suis pas alarmiste du tout, mais il faut qu'on se repose des questions importantes entre nous et entre Européens. Et moi je vois aujourd'hui que des questions essentielles, et même dans le couple franco-allemand, ne sont plus posées de la même manière. Et le traitement de la récente crise montre qu'une chose, en tout cas, c'est que nous n'avons pas préparé ensemble correctement la solution à la crise. La réconciliation, encore d'actualité? Je parle des Allemands et des Français. Alors, on a dit tout à l'heure une chose importante sur le caractère biculturel de Robert Schuman, qui, me semble-t-il, a créé pour lui une évidence, évidence qui évidemment lui était propre. Je suis d'accord avec vous. S'il avait été breton, il aurait pas eu la même carrière politique, sans aucun doute. Mais ayant ce caractère incarné entre les deux cultures françaises et allemandes, lui permettant d'ailleurs d'amorcer la réconciliation, il pouvait se dire effectivement que des mises en commun d'outils, ce qui divise, comme vous le disiez tout à l'heure, serait le moyen de faire la paix. C'est un paramètre assez contingent finalement. Et en continuant dans cette lignée pratique, méthodologique, qui consiste à créer des organes en espérant que la fonction va suivre, c'est elle qui effectivement nous met dans les impasses que nous connaissons aujourd'hui sur le plan économique. Car on a perdu de vue l'idée, qui me paraît quand même absolument fondamentale, que ce qui fait l'unité européenne, c'est son fondement culturel, ce sont ses racines culturelles, et cela a été évacué. Alors on a eu ce débat au moment du traité constitutionnel, il a été réglé de la façon que l'on sait. Au demeurant,
il ne s'est jamais arrêté. Et c'est, je crois, le signe qu'il y a derrière quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas tranché. Je voudrais revenir sur la question de la paix parce qu'il se trouve que, par une sorte de coïncidence de calendrier, aujourd'hui, c'est-à-dire ce matin au Parlement européen, il y a le vice-président des États-Unis, Joseph Biden, qui est venu s'exprimer au Parlement européen. Et pour faire simple et pour faire court, son message, en gros, a été de dire le monde est dangereux et nous, les Américains, nous avons besoin des Européens et vous, les Européens, vous avez besoin des Américains. Et pour aller un peu dans le sens de ce que disait Benoît Hamon, on sent bien qu'il y avait un peu l'idée de, dans ce monde nouveau qui n'a rien à voir d'une certaine façon avec celui de Robert Schuman il y a 60 ans, avec des pays continents qui émergent partout, des nouveaux défis, il y a un peu, peut-être, la tentation chez certains de dire il va y avoir une sorte de mur de l'Occident, et ce mur de l'Occident est composé par les États-Unis et par l'Europe. Et je pense que nous avons à dire quelque chose d'un peu différent. Je pense que le message que l'Europe a à faire porter est en toute amitié avec nos amis américains. Et surtout, quand on voit les images de guerre, on ne peut pas oublier, comment dire, ce qu'a été la solidarité avec les Américains au moment de la guerre. Mais en même temps, nous avons quelque chose d'un peu différent à dire. Nous avons à considérer que, comment dire, c'est probablement pas par l'escalier permanent de la surenchère, de la menace et de la violence qu'on arrive à créer, comment dire, de la paix entre les hommes. Et le message européen était ça. Et moi, ce que j'ai lu de Robert Schuman, c'est qu'il a toujours porté ça en lui-même. C'est-à-dire qu'il a toujours porté finalement, et probablement par sa foi, l'idée que il devait être quelqu'un favorisant la réconciliation, même au-delà de la question de la construction européenne, même dans sa vie, comment dire, interpersonnelle, dans les rapports qu'il pouvait avoir les uns avec les autres, et même d'ailleurs dans ce qui lui a été contesté, dans son comportement à l'époque de Vichy, etc. Benoît Hamon, pour aller plus loin. D'abord, dire que la plupart des pays européens, pour ce qui concerne la paix hors des frontières de l'Union européenne, se sont appuyés et adossés à une doctrine qui était une doctrine élaborée au sein de l'OTAN. Et c'est dans un partenariat, voire même, quand je dis partenariat, c'est sous l'emprise et de ce qui est la doctrine du département d'État et du Pentagone, que la plupart des pays européens ont conçu les rapports de force internationaux, ce qui relevait de leur mission en matière de paix à l'extérieur des frontières de l'Union. Mais moi, si je pense que Robert Schuman aurait violemment réagi à une initiative, et pour s'en souvenir, c'était celle de celui qui n'était pas encore président de la Commission européenne, mais qui était Premier ministre du Portugal. Mais l'organisation du sommet des Açores, c'est-à-dire de ce rassemblement des pays qui étaient des pays volontaires pour soutenir ce qui était la guerre, la décision de la guerre menée par George Bush, contre d'ailleurs la décision et des Français et des Allemands. D'ailleurs, dans ce sommet des Açores, il y avait là quelque chose qui trahissait fondamentalement, à mes yeux, ce qui a été l'inspiration pour le continent européen, mais au-delà des pères fondateurs de l'Europe. François Lacassa-Raimondi. Je voudrais rebondir et rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure quand vous avez évoqué très rapidement l'historique des différentes adhésions. Parce que à partir du moment où l'Europe est devenue ce centre d'attraction, il est clair qu'elle a commencé à changer de nature. Si entre la France et l'Allemagne les choses étaient assez fortes et solides au départ, y compris avec l'Italie, il s'agissait des belligérants. Le jour où la question de l'adhésion britannique s'est posée, il est clair que le visage de l'Europe changeait de nature. Et le fait que, d'ailleurs, la France se soit pendant plusieurs années isolée de ses partenaires, les laissant négocier dans son dos avec les Britanniques et se trouvant en face d'une solution à prendre ou à laisser, objectivement. C'est pour ça, d'ailleurs, que Georges Pompidou s'en est remis au référendum, parce qu'il n'avait plus aucune marge de négociation. Ce jour-là, la construction européenne a changé de nature. Or, la dynamique que Schuman avait introduite, et là, qui est tirée de son esprit de juriste. On a trahi l'idéal de Schuman ou pas ? Je pense qu'on a gardé les moyens, on a trahi l'idéal. Mais dans les moyens, il faut se souvenir que Schuman était un juriste et qu'il connaissait les mécanismes juridiques. Il avait vu d'ailleurs les faiblesses des traités multilatéraux, notamment de la SDN de l'entre-deux-guerres. Et c'est lui qui avait introduit cette idée de suprématie du droit communautaire au travers de la haute autorité, au travers de la Cour de justice, car la Cour de justice date du traité de Paris, et qui avait inventé ce mécanisme assez contraignant, cette espèce d'engrenage juridique
juridique. Lui, il a continué de tourner. Mais il a continué de tourner dans un cadre qui a substantiellement changé le jour où est entrée une Grande-Bretagne dont l'objectif, là, était complètement différent. Mais on n'a pas révisé l'objectif, on ne s'est pas reposé la question des fondements, et aujourd'hui, nous nous trouvons en face d'un panel d'États dont l'entrée dans l'Union européenne a été motivée, évidemment, par le souci d'être reconnu comme membre à part entière de l'Union. Je pense à tous ceux qui sont venus de l'Est, mais qui se trouvent en face d'une question majeure, qui est de savoir qu'est-ce que c'est que l'Europe. Père Burguin, vous souhaitiez intervenir dans ce débat. Oui, parce que moi, sans être alarmiste, je ne suis pas sûr que l'Europe soit réellement en paix. Et à mon avis, avant de penser à ce qui nous attend à l'extérieur des frontières de l'Europe, on devrait regarder les grands défis qui nous attendent à l'intérieur de l'Europe. On a cité tout à l'heure la situation des Balkans. On pourrait citer aussi la situation, les relations entre la Pologne et la Russie, qui sont assez tendues. Et puis, il y a une autre situation dont on ne parle pas beaucoup et qui, pour moi, me touche parce que j'y ai vécu 4 ans, c'est la Belgique. Avoir un pays qui, au cœur de l'Europe, arrive à se diviser sur la question des langues et de sa culture, c'est quand même un véritable enjeu de paix et de réconciliation au sein de l'Europe. Alors, je le dis avec beaucoup de charité avec nos frères belges, parce qu'encore une fois... C'est pas pour leur donner des leçons de morale. Hein. Exactement, parce que j'y ai vécu 4 ans et on le sent bien. Mais à mon avis, la crise belge sera un des points majeurs pour l'Europe, à savoir est-ce qu'elle arrive à se réconcilier avec elle-même, et si la crise belge se dégrade encore, à mon avis, ça peut arriver à un tsunami par rapport à la culture européenne. C'est une question européenne, la crise belge, Benoît Hamon ? Incontestablement. Parce que il y a la Flandre, mais si on regarde la Flandre, il y a aussi la Catalogne. Et pourquoi pas la Lombardie ? Il y a des régions qui sont des régions aujourd'hui riches, qui trouvent leur compte d'ailleurs dans la construction européenne et dans la construction d'un grand marché intérieur, et qui pourraient, du point de vue économique, parfaitement y trouver leur compte, et qui, pour un certain nombre de leurs dirigeants politiques, s'abstiendraient bien des obligations de solidarité nationale, parce que ce sont des régions riches, et que pour la Flandre, on entend souvent ça dire du côté des Flamands, on n'a pas envie de payer pour les Wallons, pour les Catalans, on n'a pas forcément toujours envie de payer pour les Andalous, pour les Lombards, on n'a pas forcément envie de payer pour les Napolitains, etc., etc. Cela étant dit, il y a aussi des fortes identités culturelles. Je pense à la Catalogne. D'abord, c'était un pays avant, et ça a été une puissance européenne. Mais aujourd'hui, ces mouvements existent, et ils ne sont pas que motivés par le souci de faire vivre une identité culturelle, une langue. Robert Rochefort, on peut accepter ces mouvements-là D'abord, ces mouvements, ils sont réels, ils sont incontestables. Aujourd'hui, on est quand même dans une époque de tendance au repli sur un certain nombre de territoires ou de communautés, avec effectivement des menaces d'égoïsme ou de protectionnisme pour certains pays. Mais finalement, peut-être ce qui nous rapproche de l'époque de Schuman par rapport à l'Europe, c'est que, comme il l'était en 1950, nous sommes devant un moment où on ne peut pas continuer à faire du surplace. Ou on avance ou on recule. Oui. Et c'était le cas en 1950. Je dirais, il a considéré... Donc il faut une prise de risque, là. Il faut une prise de risque. Mais ce qui était tout à fait clair dans la position de Schuman et de Monnet, qui était peut-être le planificateur et l'économiste de la bande, j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt bien compris, y compris pour les riches, à vivre tout seul. Et par rapport aujourd'hui au risque des Flamands ou d'autres types d'endroits, de régions un peu plus riches parce qu'elles ont joué le jeu du marché et du libéralisme plus fort, elles n'ont pas intérêt à... Je voudrais juste vous donner un exemple. L'Allemagne aujourd'hui est en train de donner des leçons de morale à tous les pays d'Europe en disant vous n'êtes pas assez rigoureux, nous sommes très rigoureux. Mais c'est vrai qu'elle paye depuis un moment pour l'Europe. Elle paye pour l'Europe, mais elle gagne pour l'Europe. Parce que qui achète les produits qui sont fabriqués en Allemagne ? Les Européens. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas eu des relances de la consommation en France ou dans d'autres pays, l'industrie allemande ne serait pas devenue aussi florissante. Autrement dit, il faut vraiment avoir d'abord un effort de discernement et de lucidité qui montre quoi ? Qui montre que nous vivons déjà ensemble, que nous n'avons pas la possibilité de revenir en arrière en vivant séparément. Maintenant, la question qui est devant nous, et là il ne faut pas qu'on évite cette question, je ne vais pas faire un long développement tout de suite pour le dire, mais c'est comment on fait
effectivement, pour dépasser cette situation et pour avancer et pour faire plus d'Europe. Parce que je suis sûr, en tout cas, d'une chose, c'est que si Schuman était autour de la table avec nous, il dirait certainement que la solution est dans plus d'Europe et non pas dans moins d'Europe. Pierre Ardura, pour conclure sur ce débat, que dirait justement Robert Schuman sur cette question de la crise belge? Mais je crois que d'abord, Schuman a parlé d'une volonté d'un développement de l'Europe, et un développement qui soit en même temps et matériel et spirituel. Et donc ceci, c'est extrêmement important. Ce que nous n'avons pas fait. Et oui, et parce que nous voyons très là, important. alors, oui, ce sont les répercussions de ce qu'est l'homme, Schuman. Et alors que vous disiez tout à l'heure, il a eu une véritable unité de vie. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il était. Ce qu'il a fait nous dit ce qu'il était. Et précisément, alors il insiste là-dessus, et alors il y a un autre aspect qui en est la conséquence, c'est la solidarité, qui a été donc déjà évoquée à plusieurs reprises ici. Je dois dire une chose, pendant une quinzaine d'années, j'ai eu la chance de représenter le Saint-Siège au comité de la culture du Conseil de l'Europe, où nous avons commencé en 89 avec... J'ai commencé en 89 avec 28 pays et j'ai terminé en 2000 avec 48. Eh bien, nous voyons là, dans le concept du Conseil de l'Europe, comment l'Europe est avant tout une réalité culturelle. Alors, on a commencé à évoquer la crise grecque sans vraiment la nommer, une crise grecque bien sûr qui fait peur à l'Europe. Pour en parler, on a fait appel à un spécialiste des questions européennes, Henri Madelin, un jésuite qui a enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris. Aujourd'hui, il est membre de l'OCPE. C'est le bureau des jésuites qui, à Bruxelles et à Strasbourg, fait du lobbying auprès des instances européennes. Comment analyse-t-il cette crise grecque? On regarde la réponse d'Henri Madelin. Qu'est-ce qu'on peut faire comme hypothèse? Où l'Allemagne quitte l'euro parce qu'elle est trop forte par rapport à l'euro. Mais l'Allemagne va y réfléchir à deux fois parce qu'elle perd des marchés. Et où l'Allemagne est plus solidaire, c'est ce que la presse allemande commence à dire maintenant. Où on fait 2 euros, 1 euro fort sous la direction allemande, 1 euro faible sous la direction des Français. Et on attend des temps meilleurs pour essayer de raccommoder ces 2 euros. Ou bien on fait partir les pays les plus faibles de l'euro. Et ça, c'est pas une très bonne solution, c'est le contraire de la solidarité. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avant de faire entrer de nouveaux pays dans l'euro, puisque c'est pas tous les pays d'Europe qui sont dans l'euro, on va y regarder à 2 fois dans les critères d'accès. Peut-être que ce moment sera un espèce de sursaut des pays qui vont s'apercevoir que si on n'est pas solidaire, y compris dans la manière de fixer les taux, on n'y arrivera pas. La difficulté de l'Europe, qui vient des Européens eux-mêmes, et c'est peut-être plutôt ça qu'il faudrait critiquer, ils n'arrivent pas à avancer sur des pertes de souveraineté pour aller plus vite dans une expression unique de l'Europe. Alors, c'est très difficile de coordonner les intentions, les politiques de 27 membres. Parce qu'on n'est pas dans une fédération où le pouvoir central décide et après tout le monde applique. On est dans un rassemblement de nations, donc il faut que chacun fasse le travail, ce qui se fait, mais il a fallu 2 mois. C'est très important, hein, il dit beaucoup de choses, le père Henri Madelin. D'abord, je envie de vous faire réagir, père Burguin, sur l'euro. Est-ce que l'importance d'une monnaie unique compte pour l'Église? C'est important? À mon avis, oui, parce que là aussi, on a parlé de moyens concrets tout à l'heure. Eh bien, je pense que la monnaie unique était une manière pour les pays européens de mettre concrètement en commun ce qui pouvait être un autre lieu de division. On vient bien de l'entendre dans le reportage avec le père Madelin. Soit on choisit, on aurait des pays à 2 vitesses et concrètement, ça ne conduit pas à une solidarité de fait. Robert Rochefort. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution avec des pays qui aujourd'hui quitteraient la zone euro. Je veux dire, je n'arrive pas à le penser comme étant crédible. Je vois bien comment il y a des gens qui se font peur avec ça, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de moins bonnes raisons. Ce qui me choque le plus dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les pratiques spéculatives. Parce qu'il faut quand même le dire, ce qui se passe depuis 8 ou 10 jours, ce sont des marchés qui jouent à faire baisser les cours pour toucher des commissions en faisant des achats et des ventes, en faisant en plus, sans rentrer dans les détails, ce qu'on appelle des ventes à découvert. Mais c'est important de le savoir. Ouais, enfin, je veux dire, moi, c'est une proposition très concrète.
Et quand Schuman a fait sa déclaration, il a parlé du charbon et de l'acier. Aujourd'hui, je suis choqué que sur les marchés, on passe son temps à vendre des choses qu'on ne possède même pas et qu'on rachète aussitôt. Et pour être très clair, je ne pense pas que ce soit, comment dire, en accord avec la doctrine sociale de l'Église, ni même avec la dernière encyclique du pape. Benoît Hamon. Je ne sais pas si vous avez lu la dernière encyclique du pape. Mais, volontiers, mais un mot sur... Bon, je suis d'accord avec l'analyse de Robert Rochefort sur le fait qu'il y a clairement une responsabilité aujourd'hui des marchés dans la potentielle propagation de cette crise. Elle est incontestable, elle n'est d'ailleurs niée par personne, et c'est même presque la fonction des marchés que de se comporter de cette manière-là, hélas, et en tout cas d'un certain nombre d'acteurs de ces marchés. Absolument. Après, revenons à la crise grecque, sur l'euro, il y a des tensions qui existent, mais elles existent pourquoi ? Parce que, à bien des égards, nous sommes désarmés nous-mêmes. Et nous sommes désarmés nous-mêmes dès lors que la possibilité n'est pas donnée à la Banque Centrale Européenne de racheter les dettes des États membres de la zone euro. L'Europe s'est interdit la possibilité, par son propre budget, d'emprunter, donc de faire du déficit, donc de faire de la relance par le budget européen. Toutes ces questions-là sont des questions techniques, qui comptent évidemment. Mais c'est pas de la technique là. C'est très. Mais dans la perspective. Eh bien, dans les perspectives, aujourd'hui, on a un plan de sauvetage. Donc moi, je ne sais pas dire ce que seront l'attitude des marchés. C'est tellement erratique qu'aujourd'hui, me demandez pas, ça je ne sais pas. Ce que je sais et ce que je crois, c'est que la politique d'austérité exigée de la Grèce, d'abord, elle fait l'impasse sur une chose, c'est la démocratie grecque et la réaction du peuple grec lui-même. C'est pas neutre quand même de savoir ce qu'il en pense et la manière dont il reçoit tout cela. Cela étant dit, le choix de l'austérité aujourd'hui, il a comme conséquence, de fait, d'inscrire la Grèce dans une perspective de faible recette fiscale durable, liée au fait que la croissance ne repartira pas. Et donc, ce que je crains, moi, dans un sillon récessif. Et c'est de l'usage qui sera fait de ces milliards-là qu'il faut poser, ou des contreparties. C'est sur ce sujet-là qu'il y a un vrai débat politique. Moi, je ne crois pas que le remède aujourd'hui soit un bon remède. J'ai bien peur que le remède aggrave la maladie. Il faut une vision, François. Oui, alors, de dire les choses, je ne vais pas faire de technique, je pourrais, mais je voudrais simplement rappeler que le pouvoir des marchés actuel est le fruit d'une dérégulation qui est directement la conséquence des réglementations européennes qui ont été votées, y compris par la France, depuis 20 ans. Et ça fait 20 ans que, sous couvert de libre concurrence, de libre établissement et de toutes autres sortes de bonnes intentions, on a fait sauter toute une série de régulations qui permettent aujourd'hui au marché de faire ce qu'ils font. Les Américains ont d'ailleurs largement contribué. La place de Londres, animée par les banques américaines, mais qui contrôle le gouvernement anglais, pardonnez-moi de le dire de façon raccourcie comme ça, sur ce sujet-là, en ont été les moteurs. On est aujourd'hui payé de la monnaie de notre pièce, premièrement. Deuxièmement, pour revenir sur la suggestion du père Madelin, sortir de l'euro, ça n'a pas de sens sur le plan technique. On pouvait être pour ou contre l'euro au moment du traité de Maastricht, et j'ai effectivement argumenté contre l'euro, en disant d'ailleurs de façon technique ce qui allait se passer, mais une fois qu'on est entré dedans, il n'y a pas de porte de sortie. Parce qu'il a fallu 3 ans pour rentrer dans l'euro sur le plan technique, même s'il ne faut pas 3 ans pour en sortir, il faut plusieurs mois sur le plan technique. Donc c'est pas possible techniquement. Donc techniquement, c'est pas possible. Et puis, dernier point, et c'est le point le plus important, c'est qu'en fait, en créant l'euro, on a continué sur la perspective initiale, lancée depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Et qu'on a pensé que c'est la technique qui allait faire la politique. Eh bien non. Et attendez, pardon, la monnaie, c'est pas que de la technique. Oui. Parce que si on n'avait pas l'euro aujourd'hui, on aurait de la dévaluation. Je vais revenir une seconde à Schuman. En fait, quand Schuman, il a été très peu de temps, je crois, ministre de l'économie, mais il a tout de même porté des questions économiques. Et Robert Schuman, à l'époque, disait déjà que la rigueur budgétaire était importante, qu'il ne fallait pas trop jouer du déficit, qu'il fallait faire tout cela. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, là, peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec Benoît Hamon, c'est que nous avons 2 choses. C'est que nous avons d'un côté cette spéculation dont vous dites que l'Europe est responsable, dont je dirais moi en tout cas que l'Europe n'a pas su l'endiguer et proposer ce qu'il fallait pour la réguler. Et de l'autre côté, il y a quand même l'irresponsabilité de notre organisation économique en général.
C'est-à-dire le fait qu'on ait laissé, comment dire, les déficits publics accumuler, avoir des dettes absolument... Et la grande difficulté par rapport aux opinions aujourd'hui, et là où il faut tenir un discours de vérité, c'est que les deux sont indispensables. C'est-à-dire que si on dit quelque part aux Grecs, serrez-vous la ceinture, mais on laisse les marchés galoper n'importe comment, on n'est pas juste avec les Grecs. Si on dit à l'inverse, comment dire, si on dit à l'inverse, il suffit de mettre de l'ordre dans les marchés, de mettre un gendarme, et il n'y a pas d'effort à faire pour revenir dans quelque chose, eh bien c'est également... Non, je crois que les opinions aujourd'hui ne le comprennent pas, parce qu'effectivement, les opinions sont soit face à un discours qui perd la rigueur et on oublie les marchés, soit un discours qui dénonce les marchés et qui du coup oublie les réformes qu'il faut faire. Et là, il y a quelque chose d'important. Mais justement, à mon avis, le père Madeleine a soulevé un point qui est essentiel et qu'on n'a pas encore abordé dans ce débat, et à mon avis qui est très lié à l'économie, c'est la perte de souveraineté. Et je pense qu'une des grosses difficultés de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on pourrait la qualifier d'un géant économique, on va dire ça comme ça, même si elle a ses faiblesses, et d'un nain politique. Et le problème, c'est qu'un des vrais débats, c'est quelle est l'autorité qu'on voudra mettre en place en Europe pour justement jouer ce rôle de gendarme ou qui donne une véritable impulsion. Pour revenir à l'exemple de Schuman, quand il a créé la CK, c'était une autorité supranationale, parce qu'il savait bien que s'il laissait les décisions à un espèce de consensus, ça ne marcherait pas. Ça pose la question de l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe fédérale, Benoît Hamon. Oui, mais vous avez parlé d'un point important, c'est que nous avons fait un marché intérieur. Dans ce marché, nous nous livrons à une compétition féroce et une compétition avec la mise en concurrence de nos systèmes fiscaux et de nos systèmes sociaux. Une première chose. Pourquoi est-ce que l'Allemagne aujourd'hui s'en sort bien? Parce que depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, elle a mis en place une politique dite non coopérative de déflation salariale. Elle a rétabli la productivité et la compétitivité de son économie grâce à une politique de déflation salariale. Résultat, effectivement, elle exporte aussi du chômage chez nous, pas que c'est machine-outil, mais dans tous les autres pays européens. La conséquence de cela, c'est quoi aujourd'hui? C'est que les déficits publics d'un bon nombre d'autres pays européens se sont aussi creusés en raison de cette politique qui est une politique non coopérative allemande. Et moi je veux dire qu'il n'y a pas de sortie de crise si on ne s'autorise pas la possibilité de politique dite, alors là c'est technique un peu, mais contracyclique. Quand ça va mal, quand il y a de la récession, quand il n'y a pas de croissance, il faut que la puissance publique puisse prendre le relais d'une demande intérieure qui est une demande intérieure défaillante. Et quand ça va bien, eh bien, il faut que la puissance publique affecte principalement les excédents à la réduction de la dette. Or, aujourd'hui, le pacte de stabilité et de croissance, tel qu'il a été conçu comme un premier moyen de coordonner les politiques budgétaires en Europe, le pacte de stabilité et de croissance, eh bien, s'il était appliqué, d'ailleurs il ne l'a pas été, et la crise a montré la sottise d'un pacte de cette nature dans une période qui est une période de tension sur le plan économique. Ce pacte ne peut pas être l'alpha et l'oméga, comme le demande l'Allemagne, d'une politique économique et de la stabilité macroéconomique de la zone euro. Père Ardur, est-ce que Robert Schuman se retournerait dans sa tombe? Non, mais la grande question qui a été à peine abordée est celle de la souveraineté. Et c'est ce qui a fait que De Gaulle, à peine arrivé au pouvoir, a pratiquement éliminé Schuman. Parce qu'il y avait un désaccord fondamental sur ce qui était conçu par le général de Gaulle comme une perte de souveraineté. Alors la question, évidemment, elle demeure entière. Mais il ne faut pas oublier non plus que on a parfois... Moi je vis depuis maintenant 23 ans en Italie, j'imagine que ce n'est pas du tout la même chose en France, mais quand un député italien reçoit des récriminations de la part de ses électeurs, n'est-ce pas? Eh bien, il dit oui, mais c'est de la faute de l'Europe. Alors, la question de la souveraineté, la question de la préséance, si je puis dire, aussi des règlements et des lois au niveau européen sur les législations particulières, sont des questions qui doivent être encore, à mon avis, encore approfondies. L'exemple de la crise grecque depuis 10 jours, et l'une des raisons pour lesquelles les choses se passent aussi mal qu'elles se sont passées, c'est parce qu'effectivement, nous n'avons pas eu de solution communautaire. Nous avons eu
encore une fois en termes techniques, ce qu'on appelle une recherche de solutions intergouvernementales. C'est-à-dire que ce sont les gouvernements qui ont voulu porter le sujet un par un en cherchant à se coordonner. Et le résultat est ce qu'il est. C'est que d'une part, on a pris beaucoup de temps. Et le temps politique est trop long, alors que le temps des marchés, lui, est de plus en plus rapide. Et deuxièmement, on s'est retrouvé coincé dans des éléments qui ne sont pas illégitimes en soi, mais qui sont des éléments de calendrier politique de chacun des pays. Tout le monde sait que Mme Merkel était coincée par des élections, ce qui l'a fait avoir. Donc je crois qu'effectivement, nous sommes dans une situation bizarre, parce que techniquement parlant, et c'est le cas du traité de Lisbonne, l'Europe fait des pas. Fait des petits pas, ou des moyens pas. Je ne sais pas comment il faut les du coup, l'Europe manque de vision à long terme ? Non, l'Europe sait au fond d'elle-même, qu'il faudra ces abandons de souveraineté dont vous parlez. Mais elle n'a pas envie de les faire, parce qu'on est dans une situation qui est aujourd'hui une situation de peur devant l'avenir. Et quand on a peur de l'avenir, on préfère, avoir l'autorité sur son village, plutôt que de jouer l'aventure, d'aller avec les autres. Mais en même temps, nous, les politiques, nous ne devons pas être irresponsables. On ne doit pas dire, que les nations, ça n'existe plus. On ne doit pas dire que les peuples, ça n'existe plus. On ne doit pas, comme ça, par un coup de baguette magique, dire que on va abandonner toutes les souverainetés. Mais je crois que nous devons dire, sujet par sujet, qu'il faut continuer. Finalement, Schuman a commencé par le charbon et l'acier. Il s'est planté sur la défense, mais il n'a pas tout de suite annoncé que c'était des pertes de souveraineté sur tous les sujets. Et donc, il faut que nous avancions petit à petit. Il faut que nous fassions... Par exemple, il est évident que la coordination des politiques économiques est absolument indispensable. Que la régulation commune des marchés est absolument indispensable. Pour poursuivre sur cette idée de souveraineté. Ce sont des pertes de souveraineté, malgré tout. Oui, mais je crois que si on pose le problème en termes de souveraineté, on n'a pas de solution. Tout accord international, quel qu'il soit, fût-ce le plus médian, le plus modeste, est un abandon de souveraineté. Parce qu'on se met d'accord avec un autre partenaire pour faire quelque chose ensemble et non pas selon son propre gré. Excusez-moi, ça dépend si on met à la tête de cet accord quelqu'un ou pas. Mais si vous faites un accord sans mettre d'institution de régulation, vous n'avez pas... Mais même s'il n'y a pas de... Parce que vous restreignez vos choix, vous choisissez de faire quelque chose d'autre. Quand Schuman crée la CECA, il crée une haute autorité. En plus. Mais non, mais c'est ce en plus qui crée un abandon de souveraineté. C'est ça que je veux dire. Non, mais j'y viens. Et quand Schuman parle de fédération européenne... Il a parlé d'abandon de souveraineté, même dès sa première déclaration. Simplement, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on a mis la charrue avant les bœufs, qu'on a continué de mettre la charrue avant les bœufs, c'est qu'on a cru que la création des organes générait la fonction. Mais il y a une question qu'on ne se pose pas. Plus d'Europe, nous sommes à un carrefour de l'Europe, c'est clair, on en est tous conscients, mais on ne se demande pas quelle Europe. Et ça fait effectivement maintenant 45 ans qu'on ne veut plus se poser la question de quelle Europe. Pourquoi ? Parce qu'on serait obligé de s'interroger sur ses fondements. Et ces fondements, on a refusé de les voir. Ayant refusé de les voir, on n'est probablement pas d'accord. C'est pas référence au préambule de la Constitution. Notamment. C'est ça votre question. Notamment. Mais ça a été effectivement le point de cristallisation de ce débat. Or, en voulant créer une autorité politique, sans se dire où l'on va et sur quel fondement, on oublie l'essentiel, on oublie surtout l'essentiel, qu'il n'y a pas d'autorité politique sans une société politique. Or, il n'y a pas de société politique européenne. Il y a des sociétés politiques nationales. Benoît Hamon. Moi, je pense que si on veut faire des progrès en matière d'intégration européenne, il faut surtout que l'Union européenne se dote d'un budget. Savez-vous quel est le budget de l'Union européenne par an? Alors maintenant, j'ai peut-être pas en tête dans les cadres des perspectives financières, mais il doit être autour de 130 milliards d'euros par an. C'est-à-dire même pas la moitié du budget de la France pour la mise en œuvre de toutes les politiques publiques européennes, politique agricole commune, financement des politiques régionales, de cohésion, soutien à la compétitivité, tous les programmes d'éducation. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de puissance publique européenne, il n'y a pas de politique publique européenne, sauf dans un domaine, et dont j'espère, au passage, je fais une petite parenthèse, qui ne sera pas le grand sacrifié, la politique agricole commune, qui était une des seules politiques publiques européennes, mais dont on parle désormais qu'elle pourrait être dérégulée, etc., etc. Bref, donc la question centrale pour les responsables politiques européens, c'est dès lors qu'ils font des choix, plutôt que d'avoir une action seulement normative sous la forme de la construction d'un grand marché, le travail est pour l'essentiel fait, mais qui est une action normative, on dérégule, on harmonise un petit peu, mais on fait aussi beaucoup de libéralisation et de dérégulation. Qu'est-ce qu'on fait après? Quel type de politique?
Qu'est-ce qu'on construit comme politique qui a un retentissement, là cette fois-ci direct, auprès des citoyens européens, en dehors du fait de dire désormais les capitaux, les biens, les marchandises, les travailleurs sont libres de circuler. Au-delà de cela, désormais, quelle politique commune mettons en place? C'est central, ça pose la question du budget, ça pose donc la question de l'impôt. Avant de parler, passer au dernier reportage, une réaction du père Burguin moi, je voudrais revenir à cette vision et cette perspective. Oui, moi je voudrais revenir à la question de quelle Europe, parce qu'on peut se poser la question de savoir quelle Europe on veut, et il faudrait qu'à un niveau national, on se pose la question de savoir quelle société de fond on veut. Et là, je pense que je vais faire plaisir à monsieur Benoît Hamon, mais quand je vois qu'on fait des débats sur l'identité nationale, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un projet de loi par rapport à la burqa, on montre par là j'arrive pas à trouver mon mot, qu'on donne à la société une culture de peur de l'autre. Et tant qu'aux échelons nationaux, on n'arrivera pas nous-mêmes à revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire à redonner un sentiment de citoyenneté et de fraternité. On aura peur pour l'Europe. On aura peur pour l'Europe et on ne trouvera pas ce sentiment de citoyenneté européenne si déjà au niveau national on n'arrive pas à le faire. Et là il y a une vraie pédagogie et je pense que le rôle des politiques, permettez-moi de vous interpeller là-dessus, je le vois comme pasteur, c'est que à mon avis l'Europe et les politiques ne font pas assez de pédagogie par rapport au peuple sur ces questions de citoyenneté et de peur de l'autre, de peur de la culture de l'autre. Je voudrais dire qu'une des choses qui, moi, est un des éléments de plus grande souffrance par rapport à tout cela, c'est que je suis convaincu, au fond, que, par exemple, avec les Allemands, les Français, mais les Italiens, mais aussi les Belges, j'allais dire, en tout cas les Wallons pour aller vite, nous avons cette culture commune. Nous avons cette culture de solidarité, de protection sociale, de services publics. Nous l'avons. Le problème, c'est que nous passons notre temps à être en conflit sur, comment dire, des éléments de concurrence les uns par rapport aux autres, sur des éléments de méthode, sur des éléments de ne pas savoir comment faire. C'est ça qui est dramatique, parce que Benoît Hamon avait raison tout à l'heure en disant, finalement, entre l'Allemagne et la France, nous savons que l'Allemagne et la France, nous sommes le socle, et nous retrouvons Schuman, le socle de tout ça, et en même temps, nous voyons bien, y compris par rapport au sommet qui aura lieu demain, et aujourd'hui, Mme Merkel et M. Sarkozy ont écrit une lettre commune. Ils étaient d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas dit. Par exemple, ils n'ont pas dit dans cette lettre, enfin je n'ai vu que ce que la presse en a dit, je ne l'ai pas lu l'intégralité, mais ils n'ont pas dit, parce que Mme Merkel ne le voulait pas, nous viendrons de toute façon soutenir tout pays en difficulté pour l'empêcher effectivement de sombrer. C'est la clé. Et c'est la clé, et c'est la clé. Alors comment se fait-il que nous ne disions pas cela, alors que je crois que par contre, non mais je sais bien pourquoi, mais alors que je crois que sur la question des valeurs, nous sommes finalement, et en vivant dans votre diocèse, vous êtes proche de nos amis allemands et vous voyez bien comment finalement nous partageons pourtant ces valeurs. Du diocèse de Metz. Hein. Oui. Mais la raison, pourquoi en deux mots. La première, c'est que l'argent divise. Et on ne fait plus que de l'argent. On ne parle plus que d'argent, l'argent divise. Et j'ajoute, sur le plan technique, il y en a une deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas empiler les dettes. À la fin, on va empiler les dettes sur un seul débiteur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec la Grèce? On a pris la dette de la Grèce, on la prend à notre charge. Quitte à en charger un peu... C'est que la Banque Centrale Européenne puisse racheter la dette des États membres. Mais ça veut dire faire reposer, à la fin des fins, faire reposer la dette... La Banque Centrale fait avec... Oui, mais ça veut dire reposer la dette sur un débiteur. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Il y a un moment où la pyramide de dette s'effondre. On va arrêter sur cette question-là, on va passer à un autre sujet qui divise également et qui est assez sensible, et un sujet sur lequel l'Église multiplie les prises de position, celui des migrations. C'est aussi l'un des grands défis européens, bien sûr, source de tensions et polémiques et de désaccords. Explication en images, Guillaume Lacombe. Pour l'Europe, difficile de concilier la gestion des visas, le droit d'asile et la libre circulation, surtout quand elle se veut être un espace de liberté, de sécurité et de justice. Nouvelle porte d'entrée en Europe, Malte illustre parfaitement ce paradoxe. Depuis son adhésion à l'Union européenne, plus de 2000 clandestins y affluent chaque année. Nombre d'entre eux sont arrêtés en vue d'être expulsés. Le pays se sent envahi et abandonné par le reste de l'Europe. Lors de son dernier voyage sur l'île mi-avril, le pape Benoît XVI a pourtant renouvelé son appel pour l'accueil des migrants. Je suis conscient des difficultés que l'accueil d'un grand nombre de personnes peut provoquer. Ce sont des difficultés qui ne peuvent pas être résolues seules par aucun pays de premier accueil. En même temps, je suis sûr que, s'appuyant sur la force de ses racines chrétiennes et sur la longue et glorieuse tradition d'accueil des étrangers, Malte cherchera avec l'aide des autres des États et des organisations internationales à venir en aide à ceux qui arrivent ici et à s'assurer que leurs droits soient respectés.
C'est intéressant que le pape ait choisi Malte pour parler des migrations. Comme population, c'est à peu près la ville de Bordeaux. Donc c'est très très petit, c'est un État, et c'est un État qui, d'une certaine façon, est placé juste au centre des passages clandestins entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Donc elle est désirée par les sans-papiers, puisque entrer à Malte, c'est entrer en Europe. L'Europe, c'est devenu la première destination migratoire au monde. Elle a renforcé cette année les moyens qui sont attribués à Frontex. Frontex, c'est un réseau de police européenne pour le contrôle extérieur des frontières. Donc il y a une sorte de crispation sur les frontières en Méditerranée, une criminalisation du passage. En France, l'association Marthe, Marie, Lazare et les autres constatent ce phénomène au quotidien. Le pays compterait entre 200 et 400 000 immigrés en situation irrégulière. 30 000 retours aux frontières ont eu lieu en 2008. On rencontre malheureusement aussi des cas de personnes qui sont ici depuis 10, 15, 20 ans, qui travaillent, pour certains qui payent leurs impôts, qui sont complètement intégrés et malheureusement qui sont toujours en situation irrégulière. Et le point clé vraiment c'est la peur qui les taraude tous, quoi. Vraiment la peur de se faire arrêter et de se faire renvoyer au pays comme ça du jour au lendemain sans pouvoir récupérer leurs affaires. Et ça, c'est vraiment un peu tragique, quoi, quand même. Mon avenir, c'est ça maintenant. Ce que je voulais faire, c'est de construire ma vie personnellement, que ce soit ici, marié en France, ou que ce soit d'aller dans notre pays, de faire ma vie correctement. Fodi Boubou vient d'avoir ses papiers. Mais son cas est rare car la démarche est longue et très sélective. En 2009, seules 20 000 personnes ont été régularisées dans l'Hexagone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il faut un papier officiel qui démontre que la personne a habité en France, c'est-à-dire donc c'est un papier d'une administration par exemple, où il y a son nom, son adresse et une date. Et il faut comme ça un papier tous les 4 mois, pendant 10 ans. Or, ce sont des personnes qui souvent ont été en situation précaire et c'est pas forcément facile de retrouver toutes ces archives comme ça sur 10 ans. Pour Catherine de Wenden, l'Europe devrait mettre en place une politique d'immigration plus réaliste. De toute façon, l'immigration, elle va se poursuivre. Il ne faut pas avoir pour objectif de mettre un mur entre les frontières et que l'essentiel, c'est plutôt de vivre ensemble, de mieux utiliser la population jeune et de plus en plus scolarisée qui cherche à venir en Europe sur le marché du travail. L'idéal, bien sûr, c'est que tous les gens puissent circuler librement. Bon, ça supposerait qu'il y ait moins d'inégalités à l'échelle mondiale et donc il y aurait plus de circulation migratoire mais moins de sédentarisation et les gens pourraient bénéficier de cette circulation qui est un facteur de développement. Seulement voilà, l'Europe se sent aujourd'hui comme une forteresse assiégée. La tendance actuelle est donc à la rigueur. En 2009, par exemple, 73% des demandes d'asile ont été refusées. Père Ardura, on rejoint une préoccupation de Schuman avec ce défi des migrations aujourd'hui en Europe. Oui, certainement. Et en tout cas, la question de la solidarité est notamment avec en première ligne. Notamment avec l'Afrique. Et donc, vivant en Italie, je vois combien, surtout d'ailleurs le sud de l'Italie est le lieu où échouent, c'est vraiment, on peut le dire au sens propre, échouent des barques qui viennent de la Libye et qui transportent des malheureux qui viennent de l'Afrique subsaharienne. De même que nous avons l'arrivée à travers l'Albanie de personnes qui viennent de l'Extrême-Orient. Il y a là une question essentielle. Alors moi j'ai été frappé de voir comment en Italie l'arrivée de ces milliers, parfois il s'agit de milliers vraiment de malheureux qui arrivent sur ces barques, sur ces bateaux, il y a une solidarité qui fait partie de la culture italienne. Parfois il y a des peurs aussi, hein, on se souvient de certains faits divers. Oui, mais ce n'est pas dans la même région. Ils arrivent tous dans le sud. Et vous avez là un empressement extraordinaire et on peut dire que c'est la société civile qui gère l'arrivée de ces immigrés. On est dans l'Europe de Schuman, Père Burguin. Absolument. Oui,
À partir du moment où l'Europe décide d'être plus solidaire, on est dans la continuité de Schuman. On a évoqué l'Afrique. Je voudrais simplement rappeler par rapport à la déclaration de 1950, justement, que Schuman avait déjà cette vision de solidarité vis-à-vis de l'Afrique, puisque par rapport au projet de monnaie, c'est une des choses que Schuman a fait ajouter à la déclaration de 50 et qui est de sa main, c'est que l'Europe devra être un lieu de plus grande solidarité par rapport à l'Afrique. Et aujourd'hui, où en est-on? On en est, voilà, alors, la question. D'abord, le dernier texte par lequel l'Europe s'est illustrée, c'est la directive retour, qui a été votée sous la précédente législature, et qui est une directive qui porte la durée de rétention administrative, donc sans juge, et jugement jusqu'à 18 mois, avec des conséquences qui ont été critiquées, mais unanimement dans les ONG, toutes celles et ceux aujourd'hui qui connaissent la réalité aujourd'hui de l'immigration clandestine et de ses conséquences. Puis par ailleurs, juste sur le plan moral, tout circule, tout entre, tout sort d'Europe. Les capitaux, les biens, les marchandises, et on abaisse les barrières douanières dans tous les sens. Vous mangez du kiwi du Chili, vous mangez du mouton de Nouvelle-Zélande, du bœuf argentin, de la pomme de Chine, tout rentre, tout sort, sauf les individus et les hommes, qui, eux, rencontrent ont beaucoup plus de difficultés quand n'ont pas affaire à une citadelle. Et sans sans être naïf par ailleurs, sans méconnaître les problèmes liés aujourd'hui au flux migratoire, je pense que cette stratégie-là, de toute façon, est une stratégie vaine, dont je vois bien le gain politique que certains dirigeants européens peuvent en tirer sur les scènes politiques intérieures, mais qui me paraît être un contresens économique et historique. Robert Rochefort. Je pense que nous devrions avoir un devoir moral et éthique de ne pas avoir le droit d'utiliser cette question pour des questions politiciennes et d'amalgame, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est important à dire. Je voudrais dire que ce qui me gêne beaucoup dans la position de l'Europe par rapport à cela, c'est son hypocrisie, son mensonge et le fait de changer selon les moments et selon l'ère du temps de politique. L'Europe a fait venir massivement des populations immigrées pour son travail il y a 30 ans. L'Europe va faire venir des immigrés dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce qu'elle en aura besoin démographiquement. Parce que beaucoup de pays ont des natalités qui sont tellement basses qu'il y en aura besoin, y compris pour payer nos retraites, pour faire simple. Et nous sommes dans un moment où, effectivement, toutes les peurs nous assaillent et nous croyons que nous réglons nos problèmes en disant on ferme d'un seul coup, on ferme à double tour, on devient extrêmement brutal. Ce qui, d'ailleurs, je dois le dire, n'est pas crédible auprès des peuples eux-mêmes qui continuent à venir à n'importe quel prix en Europe, parce qu'ils disent d'un côté, l'Europe fait les gros bras, tient ce type de discours, nous met dans des centres sans jugement pendant de nombreux mois, mais en même temps, au bout d'un certain temps, selon les pays, régularise tous les sans-papiers. Et donc on a comme ça ce système de stop and go qui est totalement sans crédibilité. Sur cette question, revenons à une logique qui est une logique de long terme, une logique de respect, une logique de discussion avec les pays qui sont les pays. Un autre élément qui a été dit aussi et qui moi m'inquiète, c'est qu'on sait bien qu'aujourd'hui l'immigration qui arrive chez nous est une immigration beaucoup plus qualifiée qu'elle ne l'était il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Est-ce que cela veut dire que nous devons accepter de piller les pays, du Sud, de leurs médecins, de leurs ingénieurs, de leurs cadres informaticiens, parce que nous en avons moins chez nous, mais ce sera encore pire que le reste. Père Ardura, pourquoi le pape et l'Église s'intéressent-elles tant à cette question? C'est une question un peu naïve, mais il me semble que la réponse est importante. Oui. Il y a deux éléments. Il y a ce qui concerne le plan de l'Église universelle. Je parle du pape. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Mais parce qu'il y a des réactions qui sont aussi dictées par la situation en Italie. Il y a donc deux choses, il y a deux plans qu'il ne faut pas confondre parce qu'ils ne se superposent pas exactement. C'est vrai que le pape, on l'entend très souvent sur ces questions, même si c'est très repris par les médias. Il intervient non parce qu'il n'y a pas seulement qu'en Europe qu'il y a la question de l'immigration. Et elle existe aussi aux États-Unis en particulier. Avec évidemment des réactions extrêmement fortes de la part des latinos. Mais nous trouvons aussi cela dans les pays même de l'Afrique. Tout à fait. Bon. Alors, ce qui est important, sur ce dossier. Oui, ce qui est important, c'est de dire que la solidarité n'est pas un luxe et ce n'est pas non plus un optionnel. La solidarité pour ceux
qui se réclament de la foi chrétienne, la solidarité fait partie de ce qu'ils sont et fait partie de leur vie. On arrive à la fin de cette émission, il nous reste quelques minutes pour conclure. On est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il y a un consensus pour dire que l'Europe est en panne, quelles que soient vos sensibilités politiques ou religieuses. Maintenant, il faudrait envisager une sortie de cette crise européenne. Alors, un tour de table rapidement, chacun son tour. Robert Rochefort, quel type de solution et de perspective on peut envisager ? Je ne sais pas si on peut avoir comme ça la solution, quelqu'un dans les doigts. Je pense que si ça existait, on serait déjà. Une piste. Moi, j'espère que la crise dans laquelle nous sommes servira justement de besoin de sursaut. Je n'en suis pas convaincu, mais je l'espère. J'espère qu'à partir du sommet européen de demain, j'espère que quand Mme Merkel sera libérée de ses élections, il sera possible d'avancer. Le point qui me semble le plus important, c'est la construction d'un modèle économique. D'un modèle économique à côté du modèle monétaire que nous avons fait avec l'euro. Et dans ce modèle économique, moi je suis pour qu'effectivement, par exemple, on dise une idée très simple. On dise, vous voulez que nous continuions à ouvrir les marchés ? Vous voulez que nous continuions à faire en sorte que les marchandises circulent encore plus ? Eh bien, nous acceptons de le faire si en revanche, en contrepartie, nous arrêtons de faire du dumping social et fiscal entre nous. C'est-à-dire si nous harmonisons nos politiques sociales et nos politiques fiscales. Je crois que c'est possible, je l'espère, je ne sais pas si ça se produira. Benoît Hamon, pour conclure, ça, je suis d'accord là-dessus, sur ce point, puisque nous avons fait un marché, que c'est une construction économique inachevée, il faut donc l'achever par un gouvernement économique. Mais on n'a pas beaucoup parlé de démocratie. Et ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le grand déficit, sans doute, de l'Europe est aussi un déficit démocratique, au sens où elle n'est pas un projet politique partagé, commun. Et je crois qu'il faut aussi apprendre, ou réapprendre, à faire vivre le débat politique au sein de l'Europe, qui soit un débat dans lequel chaque Européen se sente concerné, appartenant à des formations, des sensibilités politiques européennes, et moins en rapport avec les sensibilités politiques nationales. Ça, j'espère que ce sera une des perspectives des décennies à venir. Les chrétiens doivent prendre leur part, Père Burguin ? Moi, je pense que les chrétiens doivent prendre leur part en Europe et relever les manches comme Schuman l'a fait. Vous parliez de vision européenne. Moi, je redirais deux choses. À mon avis, la crise européenne est autour de 3 points essentiels qui sont une crise qui est liée à l'homme et qui se retrouve dans les structures et au niveau national. La première crise, c'est la crise de l'autorité. On le voit de tous les côtés, d'un point de vue strictement humain et d'un point de vue institutionnel. Et le deuxième et troisième point que je voudrais souligner, c'est premièrement, il faut absolument qu'on trouve les moyens de sortir de la culture de la peur de l'autre. Et on le voit là aussi à tout niveau, y compris en France avec certains problèmes dans les banlieues ou autres. Et puis le troisième point, je pense, c'est qu'il faut aider nos contemporains à sortir d'une mentalité de consumérisme qui bouffe l'Europe et qui nous empêche de réfléchir au sens. François de la oui, alors, si on recherche un nouveau modèle économique, on poursuit l'impasse actuelle, donc je suis en désaccord avec vous. Ça n'est pas l'issue de l'Europe. Si on recherche de nouvelles institutions, on continue dans le chemin institutionnel, même chose. On met une superstructure sur une infrastructure qui n'existe pas. Le vrai problème de l'Europe, et ça fait 20 ans que Jean-Paul II nous l'a dit, et Benoît XVI le redit, dans Ecclesia in Europa, Jean-Paul II nous a dit « Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante ». Et quand Benoît XVI intervient sur l'Europe, c'est pour nous dire qu'elle est un ferment de civilisation. L'Europe a perdu ce ferment. Si elle ne retrouve pas ce ferment de civilisation, avant toute question institutionnelle ou toute question économique, le reste est vain. Père Ardura, pour conclure, il nous reste 1 minute. Schuman, quel coup de pouce il donnerait à l'Europe aujourd'hui ? Bien, Schuman, il insisterait sur l'éducation, qui est une transmission des valeurs. Je crois qu'en effet, on a eu, au cours de ces 60 ans, un grand développement, au point de vue technique et autres, des institutions européennes, mais ce qui avait été à l'origine, c'est-à-dire donc ces valeurs qui étaient communes à tous les pères fondateurs, se sont peut-être un peu flétries. Et en tout cas, en dehors, naturellement, des politiques, il faut dire que ce qui est important, c'est la question du sens
Et c'est là-dessus que Schuman est toujours aussi actuel. Eh bien, merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. On arrive à la fin de ce Parlons-en. Pour finir, des conseils de lecture, un premier livre de référence. Robert Schuman, du Lorrain des frontières au père de l'Europe. C'est aux éditions Fayard. L'ouvrage du père Bernard Ardura. Abbaye et monastère aux racines de l'Europe. Livre coécrit avec le cardinal Paul Poupart. C'est aux éditions du Cerf. Enfin, 2 sites internet. Celui de l'association du Neuf en Europe qui célèbre le 60e anniversaire ce week-end de la déclaration Schuman, et enfin celui de la Fondation de services politiques. Voilà, un grand merci à toute l'équipe de KTO qui a travaillé d'arrache-pied pour préparer cette émission. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur KTO.